très satisfait d'être partenaire de cet événement, Lionel. Je vais vous dire aussi un petit peu pourquoi. Donc, la compagnie foncière lyonnaise est une filiale à 100% du Crédit Agricole Centre-Est. Donc nous sommes partenaires pour la deuxième année. Crédit Agricole Centre-Est, c'est à peu près 3000 collaborateurs. Crédit Agricole Centre-Est veut être un façonneur des territoires. Donc pour lui, le Crédit Agricole Centre-Est, c'est l'Ain, le Rhône, la Saône-et-Loire, le nord de l'Isère, le nord de la Drôme et le nord de l'Ardèche. Et on est très heureux de vous accueillir ici sur ce site Terra Lumia, qui est finalement un peu un concentré de nos valeurs pour lesquelles on soutient cette manifestation et on s'associe à MAC de Lyon pour les trophées Bâtir Vert. Alors quelles sont nos valeurs ? Première valeur, c'est dans le nom déjà que l'on a. Il y a Terra Lumia. Terra Lumia, ça unit la Terre. La Terre, c'est nos racines. Et la lumière, c'est l'avenir. Donc c'est nos racines et on est porté aussi vers l'avenir. La deuxième valeur importante du Crédit Agricole, c'est l'éco-responsabilité. Et là, vous êtes sur un site, Terra Lumia, qui est un site de 32 000 m² à peu près. J'ai essayé de ne pas trop dire de bêtises, parce qu'on a nos architectes qui sont dans la salle. Et c'est un site sur lequel nous avons fait le choix de la réarchitecturation. Vous voyez, c'est un site qui a été acquis au début des années 80, qui avait vieilli un petit peu, qu'on aurait pu raser et reconstruire. On a fait le choix de ne pas raser et reconstruire, on a fait le choix de réarchitecturer. Alors cette réarchitecturation, elle a eu plusieurs effets bénéfiques. Premier effet, ça a été sur la consommation énergétique, qu'on a diminué par 5, avec bien évidemment un renforcement de l'isolation extérieure, mais aussi en utilisant un mix énergétique d'énergie renouvelable. On a 15 puits de géothermie qui sont dans notre parc. On a 1000 panneaux photovoltaïques sur les toits et on a également le chauffage urbain. Mais ce n'est pas qu'un projet immobilier, c'est aussi un projet humain, puisque nos valeurs sont aussi également très humaines, et notamment la qualité de vie au travail, avec notamment le trophée Osmose qu'on a eu sur les 3 piliers. Je crois qu'on est une des rares entreprises de la région à l'avoir sur les 3 piliers, avec, si certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter ce site, des espaces, des salons, y compris à l'extérieur. Alors la météo n'est pas très clémente aujourd'hui, mais nos collaborateurs peuvent venir travailler dans le parc. On part sur la base de la confiance a priori. Un bâtiment dont on est très fier. On remercie d'ailleurs encore une fois beaucoup nos architectes qui ont été des architectes locaux qui ont très bien compris notre vision du projet et qui d'ailleurs nous ont livré un bâtiment au final qui ressemblait quasiment à l'identique aux images de synthèse qu'on avait au moment où il y a eu la réponse à appel d'offres et qui ont bien compris le lien qu'il y avait entre ce bâtiment et le parc qui est derrière, un parc de 11 hectares avec non seulement cette faille que vous avez pu voir et qui permet finalement au parc de s'ouvrir sur la ville et à la ville de rentrer dans le parc. Alors ce bâtiment, il est effectivement dans un parc de 11 hectares que l'on essaye de préserver du mieux que l'on peut, puisqu'on considère que c'est une vraie richesse. Un parc qui est composé de 900 arbres. D'ailleurs, 100 arbres ont été replantés. Ils ont tous été répertoriés par les étudiants de l'ISARA. Mais il n'y a pas que ça dans le parc. On a aussi de l'éco-pâturage avec des moutons auvergnats. Nous avons un jardin de Vavilov. Nous avons des ruches aussi, et on fait à peu près 300 pots de miel par an. Et au sein de ce parc, nous avons cette maison qui appartenait à la famille Balaï, qui date du 19e siècle, me semble-t-il, et qui héberge aujourd'hui des start-up. Donc on est poussé vers l'innovation. Elle est interconnectée avec les 39 villages BayCA. On appelle ça des villages BayCA dans les 39 caisses régionales, ce qui fait un écosystème quand même assez considérable au niveau national et qui permet donc d'accueillir des startups et d'accueillir des manifestations comme aujourd'hui, alors soit internes, soit des manifestations externes dans cet amphi qui fait 350 places. Donc vous voyez qu'entre ces notions d'historique, de durabilité, d'éco-responsabilité et d'innovation tournée vers l'avenir, il était tout naturel et très cohérent que l'on soit partenaire des trophées Bâtir Vert de 2025, comme on l'a été en 2024, et on espère qu'on le sera encore pour de nombreuses années. Merci à vous. Bon, alors, avant de dévoiler les quelques lauréats de ces trophées, je voudrais quand même remercier l'ensemble du jury. Nous avons travaillé quelques heures quand même, parce qu'il y avait beaucoup de projets très très intéressants. Donc merci à tous les membres du jury d'avoir dit présent pour nous aider à choisir. Et puis, écoutez, on y va. Donc le premier, c'est le trophée Neuf. C'est presque un immeuble discret malgré sa taille parce qu'il est derrière l'actuelle cité administrative et le centre commercial de la Part-Dieu. Donc c'est nouvelle
Oui. Je voulais juste dire qu'on vous emmène quand même dans un quartier des années 70 qui avait été hyper bétonné. Voilà. Et ce projet, on l'a choisi parce qu'il est architecturalement extrêmement beau, mais la conception est aussi une conception paysagère et urbaine, puisque le projet s'articule, et c'est la force du parti, sur la conservation de 2 rangées de platanes. Il y a un corps végétal, effectivement, et c'est ce qu'a séduit le jury, parce qu'il y a les bâtiments de bureaux, il y a aussi une tour de logement qui fait partie d'opérations au sens large. Donc là, on m'a dit qu'ils étaient tous là, donc on va avoir plaisir de les accueillir. Alors, donc je les appelle. Ouais, vas-y, tu les appelles. Rémi Cointet de Soneta, qui est architecte et directeur de ce projet, s'il veut bien nous rejoindre. William Vassal, architecte et président de Gerler Architecture. Hélène Bouchin, architecte associée. 2 représentants, d'Eiffage Construction, Pierre-Dominique Miquet et Charles Gagnepin. Jean-Luc Jacquet, responsable régional de la politique immobilière de l'État à la direction de l'immobilier d'État, parce qu'effectivement, l'État a une direction immobilière et des projets, même si ce n'est pas forcément le plus connu. Gilles Rougeon, secrétaire d'État à la direction régionale des finances publiques, Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône. Je leur laisse le temps de tous nous rejoindre et à Emmanuel d'attraper le trophée. Vous en ferez des photocopies, je ne sais pas, je vous laisse tirer au sort celui qui le gardera dans son bureau. Est-ce que tout le monde est là parmi ceux que j'ai appelés? Essayez de vous rapprocher, s'il vous plaît, du centre. Mettez-vous autour d'Emmanuel. Je voulais juste rajouter quand même qu'on a quand même sur ce projet 454 tonnes de matériaux biosourcés fabriqués localement, 50% des matériaux qui sont fabriqués en France. On a 2000 mètres carrés de faux planchers, issus du réemploi. Donc bravo à tous. On les applaudit. Qui veut prendre la parole? Est-ce que vous avez déterminé est-ce qu'il y a un porte-parole au niveau architecte? Oui, en général, c'est eux qui ont l'habitude de parler. Non, je ne vais pas parler. On vous écoute. Non, mais Emmanuel l'a très bien résumé donc, sur le travail qui a été fait. Alors, c'était un groupement, donc avec Eiffage en tant que mandataire, et puis Snoeta et nous en tant qu'architectes, et où on a effectivement pris le pari de désobéir un tout petit peu ce qui peut nous arriver, en conservant plus d'arbres que ce qui avait été imaginé dans le cadre de la fiche de l'eau, donc en proposant une autre forme urbaine. Et puis l'AUC, ils ont dit c'est pas tout à fait ce qu'on avait écrit, mais en fait c'est audible et c'est plutôt malin. Et on a continué à travailler, on a été lauréats tous ensemble. Et c'est effectivement une très 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 belle aventure. Et comme on le voit, c'est un immeuble particulièrement esthétique aussi. Il y a un travail sur la façade. Les photos, c'était waouh, quoi. Rémi, tu veux parler de la façade? Alors, sur la façade. Alors, que dire sur la façade? Beaucoup de choses. Par rapport déjà à la volumétrie générale du bâtiment, c'est vrai qu'on a essayé de porter un projet, enfin de développer un projet qui répondait un petit peu au contexte de la Part-Dieu dans une version un peu plus contemporaine. Et puis, effectivement, ce travail de façade qu'on voulait simple, mais en même temps intéressante, variant tout au long de la journée. C'est un travail qui était mené tout au long de la conception et puis même sur le chantier avec l'entreprise Eiffage. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'échanges. Et puis, on a une façade, effectivement, au-delà d'être belle, qui est composée de murs à ossature bois, avec donc, ce qui nous a permis, d'un point de vue du planning de chantier, d'être assez efficace, de construire un atelier et d'amener après tout ça sur site. Et puis d'avoir une façade donc, qui est composée essentiellement de bois, avec un revêtement en aluminium pour pouvoir justement assurer la pérennité, l'étanchéité, etc. Donc voilà. C'est bien sûr un quartier en plein renouvellement, parce que pas très loin, il y aura un super immeuble de DCB qui est actuellement en construction. Donc c'est un renouvellement assez spectaculaire. Un petit mot complémentaire? Oui, un petit mot en tant qu'occupant, parce qu'un bâtiment, ça peut être beau, mais il faut que ce soit agréable à vivre. Et là, c'est un bâtiment qui est très agréable à vivre. Vous avez testé? On a testé. On a eu la chance de travailler avec les architectes, avec Eiffage, et on a complété la petite révolution par une grande révolution. Et c'est grâce à la qualité de la relation qu'on a eue. On a passé tout d'un coup 800 personnes des bureaux classiques à du flex office. À l'image de la fonction publique, c'est énorme. Et on a réussi à le faire parce qu'on a pu construire le projet ensemble,
aménager les espaces ensemble et voilà, le beau est bien. Donc Eiffage, du coup on voit pas les platanes à l'intérieur, mais donc les platanes ont passé l'année de parfait achèvement en bon état. Voilà, donc c'était une petite inquiétude aussi, donc tout va bien, ils ont été contrôlés. Et voilà, ça, ils vivent bien leur vie au cœur du patio. Alors, deuxième trophée. Deuxième trophée. T'as révisé autant? Donc trophée, le deuxième trophée, on va sur un trophée réhabilitation. Un sujet qui nous passionne, la réhabilitation. Et en plus, je vous emmène alors là sur un bâtiment de bureau. Ouais. L'un des seuls d'ailleurs bâtiments lyonnais de Tony Garnier de bureau qui a été réhabilité. Alors vous le connaissez forcément ce bâtiment parce qu'il a été occupé par Panzani pendant des années, 5000 mètres carrés. Il avait aussi dans les années 30 été occupé par une menuiserie. Et on connaît bien sa tour d'angle sur 3 étages en face du musée Guimet. Donc j'appelle pour le prix réhabilitation la marque Pige-Roulet. Il représente aussi Cécile Raymond. Donc là, ils sont moins nombreux. Pourtant, c'est quand même déjà 6000 mètres carrés. Donc il les a rénovés tout seul, visiblement. Et on le félicite d'être présent ce soir. Bonsoir, je suis très heureux et très honoré de recevoir ce prix. Alors bien sûr, je suis pas tout seul pour faire ce projet, bien évidemment. Je suis là pour représenter d'abord mon associé Nakara et également nos architectes, Cécile Raymond qui est architecte du patrimoine et Maurice Azoulay. Alors cet immeuble, il est intéressant bien sûr à plus d'un titre parce qu'il y a de l'architecture, il y a du patrimoine, effectivement, Emmanuel. C'est un des rares immeubles de bureaux construits par Tony Garnier pour une commande privée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été construit pour ses amis, son ami Chalessin qui était menuisier. Certains d'entre vous savent que Tony Garnier dessinait beaucoup de meubles et c'est Chalessin qui les fabriquait. Et effectivement, à l'origine de cette construction, c'était les établissements Mercier Chalessin, puisque Mercier, fabricant de meubles à Paris également, avait rejoint, c'était associé à Chalessin. Et donc c'était un immeuble de bureau, de showroom à l'origine, et bien évidemment d'atelier. Alors ce que j'ai découvert, c'est que vous avez poursuivi, achevé quelque part l'œuvre de Tony Garnier, parce que sur la tour d'angle dont parlait Emmanuel, il y avait une petite tourelle qui était dans les dessins que vous avez réalisés. Donc ça, c'est pas courant dans une réhabilitation. Alors effectivement, notre architecte du patrimoine qui nous a fait une étude très poussée a retrouvé les plans d'origine de Tony Garnier et on s'est aperçu que l'édicule qui marque en fait l'entrée octogonale dans le vocabulaire qui est cher à Tony Garnier puisqu'il l'a réutilisé de nombreuses fois, eh bien, on pensait qu'elle avait disparu avec le temps et cet édicule venait en résonance avec le dôme du musée Guimet qui est juste de l'autre côté de la rue. Et on s'est attaché à reconstruire cet édicule qui, effectivement, vient magnifier l'entrée de l'immeuble. Mais pour la petite histoire, quand on a commencé à la réaliser, on s'est aperçu qu'elle n'avait jamais été construite et certainement par mesure d'économie, puisque l'immeuble a été construit en 1913 et 1914, donc juste avant la Première Guerre. Et souvent, ils l'ont achevé un peu, je pense, assez rapidement. Et par mesure d'économie, ils n'ont pas construit la tour. Alors comment on s'en est aperçu? C'est que tout simplement, nos ingénieurs structure nous ont dit, ça fait quand même... Quand on le voit de la rue, ça paraît un petit machin, mais ça fait quand même 25 mètres carrés et 5 mètres de haut. Et nos ingénieurs structure nous ont dit, oula, la dalle qui existe ne va pas tenir le choc, il faut casser la dalle et la refaire avec 2 énormes poutres, ce qu'on a fait. Et on en est très satisfait. Alors bien sûr, on s'est attaché à redonner,
entre autres sur les rues, les menuiseries, enfin le même aspect que les dessins d'origine, avec les qualités thermiques d'aujourd'hui, ça va de soi. Et on a apporté quelques modifications à l'intérieur du bâtiment, enfin sur cour, plus exactement sur les façades, parce qu'avec le temps, il avait été un peu traumatisé, on va dire. Les sheds avaient été modifiés, enfin bon. Et très immodestement, on est plutôt satisfait du résultat et je pense que Tony Garnier le serait aussi. Voilà, c'est un peu immodeste, mais... Donc on vous félicite, un beau trophée de réhabilitation et de surélévation du coup. Bravo. Et on enchaîne par... Et on enchaîne sur un trophée activité. C'est pas le plus simple de faire beau quand on fait de l'activité. Non. En plus, c'est innovant puisqu'il s'agit d'activité à étage avec une rampe capable. Donc, on gagne du foncier avec ça. C'est important. À une époque, on veut pas tout imperméabiliser. Donc, je te laisse inviter les. Alors, juste pour dire qu'on a là 21 000 m² de surface sur 2 niveaux. C'est une première en région. Donc ce parc d'activités d'envergure vise la certification BREEAM construction et la labellisation Biodiversity. Donc bravo à cette équipe autour du projet UP, bien sûr. Donc Yvan Patet, président du groupe EM2C, Yvan, Serge Masson, directeur du groupe EM2C Promotion, François Gilson, directeur de programme. Allez-y, venez nous rejoindre. Et Mathias Soulier, architecte. Le trophée. Le président. Bravo. Alors, Yvan Patet, c'était un peu une première pour vous, une opération de ce type-là, de cette taille-là et avec cette rampe, parce que c'est courant à Paris, mais encore rare en région. Alors, en suprastructure, oui. Après, on avait testé avec Serge le siège de métro à Gerland sur 18 000 mètres, mais qui avait un niveau enterré, deux niveaux en élévation, pour un seul utilisateur. Là, l'idée a été d'aller chercher une diversité en appliquant une politique voulue de traiter une articulation au sol et une référence au sol différente. Il se trouve que ce foncier était avant le foncier, donc vous voyez derrière une prochaine plateforme logistique verticale et puis devant des concessions automobiles. C'était un site qui faisait 5,5 hectares qui est en face d'Ikea et de Leroy Merlin. Très bien situé parce qu'en bordure aussi du boulevard périphérique, d'une ZFE, tant que cette ZFE est encore présente, mais surtout d'une accessibilité au centre des 9 arrondissements lyonnais, en commençant par le 8e, puisqu'on est sur Vénissieux, mais on est limite boulevard Viviani. Donc avec un intérêt pour arriver, et Joliot-Curie de l'autre côté, avec l'ancien stade du Loup, donc d'arriver à déminer cette fonderie, parce que c'était une ancienne fonderie, Duranton-Sicfond, donc sur 5 hectares, entièrement artificialisée, les sols l'étaient, il y avait 3 platanes, c'est tout à l'entrée. Et tout le reste, c'était un site avec beaucoup de pollution due à des moules de sol, etc. Enfin bon, peu importe. L'histoire a fait que depuis maintenant 2011, où on a fait l'acquisition de ce foncier, on a commencé par les concessions, on a travaillé 2 projets très tertiaires avant le Covid. Donc je vous explique pas, avec 25 000 m² de bureau, c'était plus tout à fait d'actualité. Donc on a réfléchi avec nos équipes, avec Serge, avec François, avec bien entendu Mathias, dont ça fait à peu près 30 ans qu'on travaille ensemble, avec nos jeunes âges. Et une réflexion plus compliquée en intégrant effectivement cette notion de rampe très concentrique. Et on a un terrain ici, cette partie du terrain est en pointe, donc avec une angulation un peu ouverte, presque 12 000 m² au sol, 8 000 et quelques en étage. Il y a plusieurs points spécifiques, c'est que le bâtiment est très haut, vu qu'on a 8 mètres à peu près de hauteur libre sous poutre. Donc on arrive à peu près une vingtaine de mètres sur acrotère, dans un site très, très dense, puisque en face, sur la partie basse de la photo, on n'a que du logement existant. Donc il a fallu avoir un vrai travail de concertation aussi avec les riverains, bien expliquer les choses.
mais aussi intégrer ces notions d'étage. On a réussi avec AEW, l'assetteur et fonds qui nous a acheté en blanc cette opération, ce qui n'a pas été une mince affaire. Mais c'est un travail de Serge et de François ont bien payé de ce côté-là. Je ne vais pas exclure Thomas Durand non plus chez nous, qui était à la manœuvre au début. Et nous ont demandé d'intégrer beaucoup de choses, notamment on a cette rampe qui accueille des véhicules de plus de 7 tonnes 5, donc ce qui est jamais bien simple, à faire monter à 9 mètres d'altitude, avec des zones de retournement pour les services du SDIS, etc., tout ce qu'il peut y avoir. Mais également d'intégrer des notions qui sont assez fortes sur la renaturation des sols, puisqu'on a plus de 15% de pleine terre, qui a fait que trouver en dehors des rampes, parce que comme vous le savez, sous les rampes, on n'est pas en pleine terre. Donc on a travaillé une vraie densité, on a une vraie coulée verte par rapport au logement. Il y a des petites maisons de ville, il y a des années 70 à côté. Et travailler aussi des écrans acoustiques très forts, puisque même si on est sur une cour intérieure, que les façades sont une accessibilité peu visible, si ce n'est des zones tertiaires, on a 15% d'éléments tertiaires sur l'ensemble du parc, va te donner une conception qui respire et qui permet de gérer 26 cellules, je crois à peu près, François, c'est ça, ouais. 26 cellules, en partie basse, on va de 1200 à 2000 m². En partie basse et en partie haute, 300 à 600. Une opération complexe, de toute façon, ZFE ou pas, ces enjeux de mobilité, de livraison des derniers kilomètres, ils ne vont pas disparaître. Quoi qu'il en soit, ils ne vont pas disparaître, ils vont même s'intensifier. On est sur une livraison des derniers kilomètres, quoi qu'il en soit, et ces entreprises qui vont devoir travailler dans Lyon vont devoir avoir des solutions aussi actives. L'intérêt pour nous, c'était de mettre le premier parc d'activité intramuros à l'intérieur du bois périphérique, mais à l'intérieur, côté des arrondissements lyonnais, pour avoir notamment avec, on a la nouvelle voie vélo, la voie lyonnaise qui est créée, qui passe juste devant, qui nous permet une interaction rapide pour tout ce qui est triporteur, de grosses charges, mais aussi d'avoir une capacité à pouvoir gérer la ville de l'intérieur sur tous les systèmes de maintenance qui peuvent exister, quoi, voilà. On vous applaudit, on fait la photo. Merci. Merci. On reste dans des sujets pas si faciles que ça, la logistique. Et le trophée logistique de l'année a été attribué à Intersport pour... Alors, c'est une réalisation d'AEW avec GSE et d'autres partenaires qui est au cœur du PIPA, le parc industriel de la Plaine de l'Ain, donc à l'est de Lyon. Et en plus, c'est une réhabilitation. Ils avaient tout pour simplifier le projet en site occupé. C'est ça. Avec une surface tout à fait 37 000 importante. m². Donc, il y avait aussi IMACET. Là aussi, on voit qu'aujourd'hui, des bâtiments à vocation quand même utilitaire visent les certifications environnementales. Il y avait aussi une partie bureau. Enfin, ils vont vous en parler mieux que nous, mais ossature bois, bardage bois, isolant biosourcé. C'est impressionnant le gain qu'ils ont par rapport à la RE 2020. Donc, je te laisse récupérer le trophée pendant que j'appelle Anne Barbier, asset manager chez AEW. Léo Nickel, ingénieur projet chez GSE. Et s'il y a d'autres personnes qui les accompagnent, ils sont évidemment bienvenus. Alors, expliquez-nous un petit peu les défis de ce projet, puisque, on l'a dit, certification environnementale à la clé, logistique, site occupé, près de 40 000 m², ça demandait combien d'années et sans doute beaucoup de matière grise. Oui, bonsoir à tous. Donc déjà, on est ravis d'être là. Enfin, moi, au nom d'AEW, je suis ravie d'être là et de recevoir ce prix. C'est un peu une première pour AEW, notamment les équipes logistiques. Un projet comme ça, qu'on a mené vraiment de A à Z, donc dès la conception jusqu'à la réalisation. On a plutôt l'habitude d'intervenir après la conception, comme pour le projet EM2C qu'on vient de voir juste avant, où nous, on est intervenu après et donc on achète l'actif à EM2C. Et donc, ça a vraiment été un travail d'équipe dès le départ, puisque nous, on n'est pas spécialistes dans la promotion, donc on s'est vraiment entouré pour la conception de nombreux conseils. Donc, je tiens à les remercier, ils ne sont pas là, mais les ateliers 4+, notre architecte, Aegis, notre bureau d'études, IMACET, notre AMO, et d'autres que je ne citerai peut-être pas. Mais donc, voilà, ça a été vraiment un travail d'équipe. Et puis, sur la partie après réalisation, on s'est fait accompagner par GSE, qui a vraiment
su concrétiser tout ce qu'on avait imaginé lors de la conception et voilà, et qui nous a vraiment accompagnés dans nos ambitions environnementales sur le projet. Parce qu'il faut le rappeler, AEV, on peut dire que c'est un grand propriétaire, un grand investisseur. Oui. Alors une grande AEW, foncière. oui, Quel est ce AEW, on qualificatif est exact? gestionnaire pour compte de tiers. Donc en fait, on va accompagner des investisseurs dans des stratégies d'investissement immobilier et dans la gestion après des actifs. Donc on ne détient pas en propre, mais vraiment on gère pour compte de tiers. Et voilà, et donc dans toute typologie d'actifs, mais notamment la logistique. Et voilà, et donc un projet comme ça pour nous. Et donc on en est vraiment très fiers et très contents. Quelques mots sur le rôle de GSE. Oui, bien sûr, GSE, on a commencé, donc on a été sur la partie chantier. On a commencé en juin 2023 pour livrer ce projet dernièrement en mars. Et oui, c'était un sujet complexe puisqu'on est revenu en réhabilitation sur le site existant. On voit un peu à gauche, au fond. Et sur cette partie neuve, 37 000 m², et notamment avec une ambition environnementale très forte. Et même dépassé par rapport à la RE 2020, je disais, il y a un gain significatif. Oui, effectivement, on a 5 voire 6 certifications. Notamment, on parlait de RE 2020 sur la partie bureau qui fait à peu près 2000 m², où on respecte le label BBCA, bâtiment bas carbone, donc qui va au-delà de la RE 2020. Il y a des enjeux de réemploi également quand tu es mis en œuvre sur ce projet dans les bureaux. Et également, comme vous le voyez sur la droite du diapo, il y a un véritable enjeu sur la biodiversité, notamment au sein de ce parc qui est vraiment... Et les mares qu'on voit ici, un peu plus sombres peut-être, mais... Tout à fait, oui. C'est peut-être pas très visible pour vous, ce que mais l'idée, c'était de renaturer un espace qui n'était pas dédié à l'activité logistique, et notamment via des marges et des mers pour aménager ce parc. Ben, bravo. Merci. Merci, on enchaîne. C'est le fameux site de la filature. J'ai eu l'occasion d'assister à la première pierre. La première pierre, c'était la maison Blandine, on va dire pour simplifier, une alternative à l'EHPAD pour les seniors. Mais c'est le début d'un quartier relativement gigantesque. Ils sont 3 pour venir prendre ce trophée qu'on a mis en catégorie mixité des usages. Et pour le coup, entre... Donc, la filature à Villeurbanne, quand même. Voilà, la filature à Villeurbanne, c'est une ancienne friche. Qui se trouve entre Gratte-Ciel et Pôle universitaire de l'Adoua, sur l'ancien site ACI, 5 hectares. 3 hectares d'espace public, dont un parc de 2 hectares. Le fameux parc Roger Planchon. 700 logements et 8000 m² dédiés à des activités économiques. Il y aura un équipement de petite enfance, enfin tout ce qu'il faut. Et bien sûr, la station du tram T6. Donc bien desservi. Donc Alain Brissard, adjoint délégué à la végétalisation et biodiversité de la ville de Villeurbanne. Thomas Poisson d'Intermed, donc c'est une structure qu'on connaît bien à Mac de Lyon puisqu'on l'a souvent croisé au niveau de l'ESS. Montez, je vous en prie. Intermed s'occupe notamment des ateliers brillants sur lesquels Mac de Lyon avait fait un reportage, y compris en vidéo. Nicolas Chevaux, directeur de la production, c'est-à-dire de la promotion, il m'a tout expliqué tout à l'heure, à BNP Paribas. Il est en charge de tous les programmes pour Rhône-Alpes, mais aussi une partie de la Bourgogne. Donc, on peut peut-être même faire venir Béatrice Vessillier, si elle le souhaite, puisque je crois que la métropole est un petit peu partie prenante. Donc, je donne la parole à l'élu pour nous expliquer ce que ça représente pour sa ville, ce nouveau quartier qui sort de terre sur un site historique. C'est vrai que moi, je suis adjoint à la végétalisation et même à Villeurbanne, je pourrais dire adjoint à la déconstruction, puisque sur les prochaines années, et dès cette année, on va aménager plus de 5 hectares de parcs sur d'anciennes friches industrielles ou d'anciens parcs aînés. Alors, j'ai bien en tête que ces aménagements de parcs ne sont possibles que parce qu'à côté, on construit un peu de logements, un peu de locaux d'activité qui permettent d'équilibrer ces opérations. Et de ce point de vue-là, avec BNP Paribas, avec la métropole, on a su trouver, je trouve, une composition et un accord vraiment gagnant-gagnant. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que le fait de créer un quartier ex nihilo et de lui donner ce nom de la filature au regard du film qui avait commencé à créer Intermed
à travers l'occupation temporaire du site historique. Et vraiment, Alors justement, on enchaîne, Intermed est déjà sur place quelque part. C'est ça, on est arrivé, on était dans les bagages des promoteurs qui ont repris donc le site de ACI, et l'idée c'était pendant le temps long un peu de la conception de valoriser des espaces bâtis qui avaient vocation à être conservés. Donc il y a 5 bâtiments parmi la grande usine d'ACI qui n'ont pas été démolis et qui seront réhabilités, et donc on en occupe une partie, 3, depuis 2023 maintenant, et on a travaillé main dans la main avec BNP Paribas Immobilier et Ginko pour redonner vie à ce lieu, et puis assurer un peu la transition vers le futur projet de ce nouveau quartier, comme ça a été dit. Et donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de structures qui sont dans ces locaux-là, pas mal d'artistes, mais aussi des artisans ou des acteurs de l'ESS. On a aussi un lieu de vie ouvert vers le quartier, avec un petit café, restaurant. Voilà, je vous invite à venir déjeuner ou dîner le soir. Il y a une cour aussi ombragée qui est très agréable, et un pavillon, un petit espace qu'on a construit en bois, qui permet aussi d'accueillir des associations du quartier, toutes les initiatives locales. Nicolas Chauveau, le rôle de BNP Paribas. Écoutez, déjà, merci à tous. Ce projet, l'usage pour un promoteur, c'est quand même la finalité, voire l'usage et là, la mixité. Mais je pense qu'il faut être humble en tant que promoteur. Les promoteurs que sont Ginko et BNP Paribas Immobilier, bien évidemment, bâtissent ce nouveau quartier, mais c'est surtout l'alliance entre le privé, on a parlé tout à l'heure, le public, parce qu'on a créé quelque chose qui s'articule autour d'un parc, on l'a rappelé tout à l'heure, de 2 hectares, avec vraiment une mixité sur les usages. Alors on peut parler de l'intergénérationnel, vous avez une crèche, vous avez une résidence étudiante, vous avez de l'accession libre, des logements sociaux, du BRS, mais également, parce qu'il y a eu une première pierre récemment, le lancement d'une résidence senior Maison Blandine via la CDC, et également de l'activité et intermède, bien évidemment, pour cette partie activité solidaire. Et c'est vrai que c'est l'alliance, c'est vraiment mettre en lien cette politique publique et ces acteurs privés pour créer un cadre de vie apaisé, un cadre de vie agréable avec ce grand parc et tout qui s'articule autour. Et une vraie fierté pour nous, pour ce trophée. Et je vais peut-être laisser la parole à la métropole, hein, bien évidemment. Et on n'oublie pas l'architecte du métier design. Oui, merci. Merci de me donner la parole sur ce projet, en effet, qui m'est particulièrement cher en tant qu'élu de Villeurbanne. Et je voulais l'évoquer tout à l'heure parce que, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Vous ne m'avez pas laissé assez de temps pour parler de renaturation, mais une friche de 5 hectares. Je suis un débat du Nord, c'était un peu court, je comprends. C'était complètement artificialisé et effectivement, on aura à la fin un nouveau morceau de ville avec ce grand parc de 2 hectares, des venelles, une placette devant la station de tramway. Donc, ça sera très chouette avec une mixité de programmation très intéressante. Ce que je peux ajouter à tout ce qui vient d'être dit, c'est quand même comment on a été vachement fort pour aller aussi vite. C'est le trophée de la modestie. Hop, allons-y. Bon, il y en a d'autres qui ont dit qu'on pouvait être immodeste. Tout à fait. Oui, je précise, Ville, Métropole et Renault, qui étaient le propriétaire de ce site, ont choisi BNP Paribas Ginko en avril 2022. Avril 2022, ça fait 3 ans. En 3 ans, on a fait, vous avez dépollué, démoli, voilà, fait ce qu'il fallait. Et nous, côté collectivité, alors on s'est mis d'accord sur un projet urbain partenarial avec un peu des sous du promoteur pour financer le parc, les espaces publics, etc. Donc on a fait le PUP, on l'a délibéré, on a modifié le PLU parce que c'était une zone industrielle et il a fallu. Donc il n'y a pas eu de dérogation comme la Notre-Dame. Vous avez tout fait, toutes les étapes. On a fait tout bien, nous. On a fait la concertation, l'enquête publique, etc. Et la ville a délivré des permis, la ville a désigné son paysagiste pour le parc, et il y a eu l'urbanisme transit. Voilà, non mais en 3 ans, il n'y a pas beaucoup de projets qui avancent aussi vite, il faut se le dire. Et Emmanuel l'a dit, tout ça aussi vite parce qu'il y avait à faire passer le tramway T6 et à y construire une station de tram. Donc, on est capable quand même, quand on a des objectifs de calendrier et que plusieurs projets sont liés, on est capable tous d'avancer très vite. Et
j'espère, pour un résultat qui sera très satisfaisant. Voilà. Ah, merci, on enchaîne. On va dans le 6e arrondissement. Oui, Je vous laisse ça s'appelle Next. Alors, c'est un immeuble HQE, BD Rénovation niveau excellent, BREEAM Refreshing niveau very good, label R2S. C'est trophée de l'Amblée. C'est ce qui nous intéresse le plus dans ce trophée, puisqu'il s'agit du trophée connectivité. Bravo donc à cette Vincent Zingéno, Philippe Charon. Je donne pas tout ce qu'ils ont. Il y a biodiversity. C'est clair que ce projet aurait pu être dans d'autres catégories. Il aurait pu être dans bien d'autres catégories, sans hésiter. Ah, tiens, mais d'où vient-il? Donc, en plus, il y a une séquence à Amaury Dubois qui se cache à l'intérieur des trophées Bâtir Vert. Alors, expliquez-nous ce projet, évidemment, sans se limiter à la connectivité. Pourquoi ce trophée connectivité existe? Parce que dans les membres du jury, depuis le début, il y a Alexis Herz de Smart Building Alliance, à qui j'avais promis de faire un jour, et depuis 2 ans, on a un trophée connectivité, parce que c'est quand même bien que les bâtiments soient à la page et puissent être correctement connectés. Déjà au nom d'ICAD, merci pour cette récompense. Effectivement, il est connecté sur plusieurs formes. La fibre et effectivement la connexion, c'est bien pour nos locataires, mais il est surtout connecté au quartier. Et je crois que c'est ça qui... la feuille de route qu'on avait demandé à la maîtrise d'œuvre, donc ici présente, architecte, paysagiste. Il y a aussi Barbanel qui était en bureau d'études techniques et Green Affaires en AMO environnemental. Et connecté aussi à la nature. La feuille de route, c'était de dégager des espaces extérieurs. C'est un immeuble îlot qui était complètement fermé sur lui-même, qui était un immeuble des débuts des années 90, qui était occupé par Framatome. Et donc en 2019, le locataire est parti, ils sont allés à Gerland, Framatome, comme vous le savez. Et donc là, pour nous, c'était l'occasion de le réinventer. Et je vais passer la parole à l'architecte. Juste avant, l'immeuble est aujourd'hui occupé par April à 80%. Il y a un coworker aussi qui est en cours de travaux sur 3000 m². Et je crois que c'est prévu que si April veut s'étendre, il prendra un petit peu plus d'espace. Parce que c'est une filiale d'ICAD. Oui, tout à fait. Le coworker, effectivement, c'est une filiale d'ICAD. Il y a aussi une crèche et un fitness, donc connecté aussi sur les usages. Oui, merci en tout cas pour ce prix. C'est vrai que c'est un projet qui nous a bien tenu à cœur parce que ça fait partie des projets de réelle architecture, comme on aime les appeler à l'agence, puisqu'on vient retravailler sur le patrimoine contemporain existant, et on vient avec Amaury, et on a bien travaillé tous les deux, parce qu'il y avait un vrai challenge pour la renaturation de ce site, puisque comme il y avait 0 espace vert, il a fallu en créer quand même un certain nombre de mètres carrés. Il y a toute la partie du patio intérieur donc, qui a été dégagée, puisque c'était une grande verrière, et un atrium, à l'image des immeubles des années 90 et des sièges. Et là, en plus de ce grand patio végétalisé qu'on a renaturé, on a aussi renaturé quand même l'équivalent de 1800 m² de toiture avec Amaury. Et on a fait un autre challenge, puisqu'on a relevé le challenge du cahier des charges que nous avait confié. Amaury n'était pas au courant. Il vient de le découvrir. Il vient de le découvrir. Donc, Mais il peut parler du projet de paysage. Il faut dire qu'il m'a dit dans la préparation du débat qu'il ne travaillait pas si souvent à Lille, qu'il était plutôt sur la ruralité et hop, un peu cachotier. Cachotier, qui sent un espace vert en toiture. Donc c'est vrai qu'avec un parcours sportif, un parcours promenade, voilà, des vrais espaces qualitatifs. On vient de faire la conformité, donc on a pu revisiter récemment l'immeuble et on a pu constater quand même que ça avait bien poussé là-haut. Il y a pas d'image encore de photos, mais voilà, c'est un vrai projet de renaturation et de réintégration de la nature au cœur de la ville. Alors, le rôle du paysager, quelques mots. Juste en quelques mots, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas du coup la toiture, puisque c'est l'enjeu, sur le côté paysage de la toiture. Donc en gros, on va rester à une toiture à port qui a été enviée, et du coup, c'est un toit plat de 1800 m² qui s'est installé là-haut. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'à ce moment-là, avec Vincent, notre maître d'ouvrage, on était très sportif. Lui, il était été, moi, trail. Et on s'est un peu engagé là-dessus. On a créé un parcours de trail
qui traverse tout l'immeuble, qui passe par la toiture. Et vous avez écrit votre record, non, et record à battre, qui permet ensuite, avec des cryptos, qui permet ensuite de partir au parc d'Athétor, qui est à bien loin, et de revenir et de pouvoir faire un peu d'exercice dans un lieu tertiaire. Et qu'il y a eu un peu de jeu là-dessus, et ça marche très bien, parce que ça a fait le dessin de la toiture qu'on pourra voir. C'est pour ça que vous aussi faites, vous faites du trail dans vos projets, en fait. Ben, bravo, en tout cas. Alors, second trophée pour Archigroup, cette fois Denis Léger, qui vient toujours pour Archigroup, mais aussi Marc Balaï pour un trophée réemploi Alpierre. Alors, réemploi, c'est un très gros sujet aujourd'hui. Et j'ai vu que vous étiez accompagné du booster du réemploi pour ce projet. Donc c'est quelque chose de relativement clé, le réemploi, et ça n'a pas été si simple, puisque je crois que cette filière n'est pas autant, venez un petit peu par là s'il vous plaît, autant structurée qu'on le voudrait. J'avais vu une intervention d'un de vos collaborateurs qui disait c'était un petit peu un puzzle. Vous avez travaillé avec le booster du réemploi, avec Mineka, vous avez trouvé des câbles sur un chantier d'à côté. Enfin, c'était pas si simple. Et je parlais de la convention d'entreprise pour le climat avec Denis Léger. Je crois que vous avez fait aussi partie. Donc c'est intéressant que tout ça infuse, parce que Denis Léger, il est transformé depuis qu'il a fait son parcours à la CEC. Je le charrie, il n'a pas encore le micro, il répliquera après. Et je crois que vous en avez fait partie aussi. Donc est-ce qu'il y a un lien? Ça faisait partie, je crois qu'à la fin de la CEC, vous devez faire une feuille de route. Je ne sais pas si ça en faisait partie, mais c'est intéressant puisqu'on suit la CEC depuis ses débuts, depuis sa régionalisation. Donc je vous laisse la parole. Cette partie du réemploi, je crois qu'elle est même venue en cours de projet quelque part. Alors, merci d'abord pour ce prix. C'était l'ancien site de ZI, sur lequel on était, qui était l'ancien site de la Rodiaceta, sur lequel il y avait l'infirmerie et la cantine. Et on a fait ce projet, en fait, pour le voisin, qui finalement n'est jamais vu. Et on a quand même fait ce projet et on l'a développé avec une architecture qui se voulait un peu industrielle, et Jean-Philippe et Denis en parleront mieux pour moi. Sur la notion du réemploi, on a ouvert le booster du réemploi avec ce projet en Rhône-Alpes, et on a un peu essuyé les plâtres à l'époque, puisque ce projet date de 2018, et quand on a commencé à parler de réemploi dans le Covid, en fait, même nos clients se retournaient en nous disant « Mais monsieur Valéry, on vous a pas acheté un immeuble de seconde main, on vous a acheté un immeuble neuf ». Et on ne se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru, en fait. Ça paraît complètement débile de dire ça aujourd'hui, mais le chemin est assez loin derrière nous où on pourrait encore avoir ce genre de réflexion. Et ça a été un parcours du combattant de tester un certain nombre de choses, de se rendre compte que les acteurs étaient complètement... il y en avait partout, que c'était très compliqué de trouver des gisements. On a travaillé avec ICAD, Laurent Doyal, sur le démantèlement de la quille du Tonka qui nous a permis de récupérer des chemins de câbles. On a récupéré quelques vases, on a récupéré du pavé gazon, on a récupéré un certain nombre de choses. Mais c'était envoyer votre électricien qui, pour la première fois, démontait des chemins de câbles. Jamais fait ça. Maintenant, des équipements neufs, c'était un sport. Denis Léger, c'était complexe le réemploi? Le réemploi, c'est toujours complexe parce que c'est quelque chose de nouveau. Et le Marc vient de très bien le dire, en fait, à la CEC, qui est comme c'est quand même un parcours d'expérience extrêmement intéressant qui dure sur un an. En fait, on sort de cette expérience en disant il faut juste changer de lunettes, il faut juste changer de regard. Voilà. Donc quand des gens disent mais vous m'avez pas vendu un immeuble de deuxième main, eh ben, il faut qu'on change de regard parce que la transition écologique va nous y obliger et il y a tout un narratif qu'il faut qu'on invente. Et voilà, donc c'est vraiment la notion de changer de lunettes qui fait que le réemploi, finalement, tout le monde est parfaitement content et ça se voit absolument pas de toute façon. C'est un immeuble sur lequel on a poussé les curseurs aussi. On a dans un permis de 2018, la RE 2020 n'est pas encore en application. Et on a fait passer au crible de la RE 2020 pour se rendre compte que grâce à une architecture sobre, avec des matériaux bruts, on arrivait à respecter les critères sans l'avoir voulu, puisque à l'époque on ne le souhaitait pas, on ne le savait même pas, ça allait se mettre en place. Mais on a quand même réussi à le faire. C'est un immeuble qui est à un peu moins d'une tonne de CO2 par mètre carré. C'est assez intéressant. C'est un immeuble sur lequel on a un utilisateur, en l'occurrence Bayer, qui est passé de son site de Vèze, qui disait 14, 15 000 étages, je ne me souviens plus,
à 3500 mètres carrés qui a accepté d'être pas en capacité de d'asseoir tous ses collaborateurs. C'était une première aussi pour un utilisateur post-Covid de rentrer dans une démarche de télétravail qui était de cette nature. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites quand même. Eh ben, bravo. Alors là, on va remettre un trophée qui s'appelle Trophée Régénération Urbaine. C'est un gros trophée pour la place basse de la Part-Dieu et la forêt de la Part-Dieu. Également le pôle multimodal de la Part-Dieu. Donc on a un gros sujet là. Le pôle d'échange multimodal, si j'ai bien révisé. Alors on appelle Florent Saint-Phar-Carnot, directeur général de la SPL Lyon-Part-Dieu, et Madame Béatrice Vessillier, vice-présidente à l'urbanisme de la métropole de Lyon. Et on peut parler aussi au niveau de la forêt du bois de la Part-Dieu qui a été récemment aménagé. Hop. Bonsoir. Alors, remettre en marche. Dorothée Vessillier n'était pas du tout au courant qu'elle devait monter sur stage. Voilà. Plusieurs remises de trophées, en fait. Alors, comme quoi, les délibérations du jury sont totalement confidentielles et secrètes jusqu'à la fin. Alors bon, évidemment, c'est la forêt qui nous a poussé à la place et à la rampe et au jardin. Enfin, vous avez compris, le cheminement du jury a été du plus grand au plus petit. Mais on vous laisse la parole pour ce magnifique projet. Merci beaucoup. D'abord, merci bien sûr de cette reconnaissance et puis merci de l'avoir choisi concernant le projet Part-Dieu pour ces projets-là. Ils nous tiennent tous à cœur, ceux qu'on a la chance de porter pour notre territoire, mais ceux-là ont, c'est vrai, une saveur particulière. Du coup, j'en dirai quelques mots brefs. D'abord pour vous dire que le bois de la Part-Dieu, dont la phase 1 sera livrée à la fin de l'année, donc ça va vite, hein, c'est vraiment maintenant très activement en transformation. C'est une histoire assez passionnante parce que dans ce lieu, la Part-Dieu, vous en parliez, qui est historiquement si minéral, c'était bien sûr un urbanisme de dalle. Revenir au sol, c'est un premier acte, et puis le deuxième, c'est de le renaturer. On en a parlé dans la conférence voilà, pour ce début de soirée. C'est toute une aventure de transformation de l'identité de la Part-Dieu ou de complément de l'identité de la Part-Dieu. Et à beaucoup d'égards, ce bois, c'est un peu une carte d'identité de notre territoire. Puisqu'on sort de la gare, porte d'entrée, l'une des portes d'entrée sur le territoire métropolitain. Et ce territoire, il déclare un peu ses ambitions. Lieu puissant économiquement, c'est la Part-Dieu, le deuxième quartier d'affaires de France. Lieu d'architecture et d'histoire, et puis désormais lieu de transition écologique. Donc voilà, c'est un très très beau projet qui a été conçu par Jacqueline Hosty et associés. Voilà. Et puis un tout petit mot, parce que je m'en voudrais beaucoup de ne pas parler de la place basse. Vous avez voulu la saluer. Donc là, aussi. c'est Sud Architecte. Et c'est Sud, voilà, qui a fait un très très beau dessin, un très très beau travail de Donc conception. maintenant, tout le monde la connaît. Il y a une espèce de loupe d'ouverture avec de nouvelles perspectives. C'est un geste architectural, c'est un rôle de connexion de hub, mais c'est aussi un geste architectural qui est assez spectaculaire. C'est tout à fait ça. Donc, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est la soucoupe de la Part-Dieu. Alors, Béatrice me le glisse dans l'oreillette, donc je vais la laisser le raconter. On lui a trouvé un petit nom, voilà, assez au vent. Révélation. La ruche. Ah, c'est alvéolé un peu. Tout à fait, c'est vrai. Bon, en tout cas, vous qui êtes tous lyonnaises, lyonnais, après des années de chantier, on voit quand même que ça ressemble à quelque chose de très réussi. Cette place Béraudier, celle-là, elle n'est pas tout à fait livrée, mais quand même, on voit vraiment à quoi ça va ressembler dans quelques semaines. Et la place basse, grande réussite esthétique avec la ruche, en effet, cet auvent qui a une élégance, évidemment, qui contribue à donner à cet espace public très vaste vraiment une grande élégance. Mais outre l'auvent, il faut effectivement descendre dans la place basse, depuis la sortie de la gare, les escalators, les massifs boisés, la vélostation la plus grande de France. Donc c'est un endroit très réussi et on ne peut pas ne pas citer aussi la UC et François de Coster qui a eu quand même la bonne idée de doubler l'espace public
en imaginant cette place basse, parce que la place d'Hérodie était un espace public tellement fréquenté, surfréquenté, que pour diluer les flux et donner un peu d'air, il a imaginé de faire un sous-sol actif, finalement. Il y a des sols actifs, mais il y a aussi le sous-sol. Et du coup, ça donne quelque chose, me semble-t-il, d'assez réussi, que les Lyonnais ou les gens qui ne sont pas venus à Lyon depuis longtemps reconnaissent comme assez époustouflant. Le regard de l'architecte sur cette rue Charles Vérolé. Je vais juste dire quand même qu'il faut se rendre compte de l'échelle. On parle de 80 mètres de long, 4 mètres de large pour cette grande rampe là, et puis cette espèce de... Oui. Ça transforme quand même. Vous vous souvenez de comment elle était avec cet immeuble orange tramé? Donc voilà, il y a du chemin qui... C'est pas une réussite esthétique, on va dire, poliment. C'est des années Ça datait de l'époque. Alors là, on va sur le trophée de commerce. Alors Motone, ça je connais bien. Julien Rollet vient me rejoindre. Architecte Patrick Mitton, mais qui n'est pas là. Hudson Développement, Julien Rollet. Vous pouvez admirer sur la chaîne Mac de Lyon, chaîne YouTube, une visite de chantier qu'on a fait ensemble, qui commence à avoir fait quelques vues. Maintenant, c'est inauguré, en plus livré. Donc, c'est le plus grand village de France, tu n'hésites pas à le dire, mais peut-être d'Europe, avec une très belle façade qu'on commence à découvrir côté périphérique et qu'on voit là. Et de l'autre côté, là, c'est peut-être plutôt l'allée paysagère, d'ailleurs, une allée paysagère. 250 arbres. Voilà, et du réemploi. Et il y a même un petit endroit pour se restaurer. Donc, une architecture, on va dire, très conviviale pour du commerce de moto. Et il y a de l'électrique aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup pour ce trophée qu'on reçoit avec plaisir. Donc, c'est pas un sujet archi-groupe, pourtant j'en fais quelques-uns avec eux, mais c'est un sujet SO Architecture, qui a effectivement dessiné ce bel ensemble immobilier. Alors, on parle des trophées bâtir vert, donc je vais insister sur la partie environnementale du projet. On a donc racheté un site qui était une ancienne concession automobile Citroën, donc un espace qui était 100% imperméabilisé, avec uniquement des voiries et des bâtiments. On imaginait un petit peu de dépollution. Un peu de dépollution, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, on a dépollué toute la partie qui était sous les ateliers. On a surtout déconstruit l'immeuble. On a dépollué, désalimenté, ça, on n'a pas pu faire grand-chose d'exceptionnel. En revanche, on a bien entendu déconstruit les bâtiments existants, emmené en filière de recyclage tout ce qui était possible de recycler, le métal, le vitrage, l'acier, le placo, etc. Et ensuite de ça, on a fait le parti de limiter l'impact carbone de notre opération en conservant sur le site la totalité du gros œuvre, c'est-à-dire qu'on a concassé sur le site l'intégralité du gros œuvre de bâtiments existants. Ce qui évite plein d'allers-retours en camion. Ce qui évite tous les camions, effectivement. Et on a conservé des matériaux sous site. Ça évite les camions dans un sens, c'est-à-dire l'évacuation, mais ça évite aussi les camions dans l'autre sens, qui apportent les matériaux pour faire notamment les sous-couches de voirie, des choses comme ça. On a tout conservé sur le site, donc on avait des tas qui étaient énormes sur le site. Heureusement, on avait un grand terrain. Et on a, de ce fait, rehaussé un tout petit peu le niveau zéro du site. On est un petit peu plus haut que la route. Mais en revanche, on a conservé la totalité des matériaux sur le site. Et ensuite de ça, comme vous l'avez dit, effectivement, on a fait en sorte d'avoir un site qui soit le plus agréable possible. Donc, on a au centre, on a conçu ce site comme un village. Donc, Motown, c'est le village moto. Alors, c'est le plus grand d'Europe. Ça y est, tu as vérifié? Plus grand d'Europe. Labellisé. Et on a donc une allée centrale. Elle ne fonctionne pas avec une visibilité périph'. On a une visibilité périph' pour les enseignes. Mais la vie du site se passe à l'intérieur, donc on a créé une voie, une rue intérieure. Avec une architecture en chaîne, j'imagine, avec l'un des éléments industriels tout à fait, du quartier. C'est bien, tu as bien retenu. J'ai eu le droit à la visite de chantier. Effectivement, avec une partie qui est beaucoup plus chaleureuse à l'intérieur, puisqu'on a effectivement tous ces encadrements en bois qui donnent une certaine, je dirais, chaleur au site. Et on a effectivement toute cette voie centrale qui est en partie, je dirais, au milieu de cette rue. On a des grands massifs avec beaucoup d'arbres, des arbres avec d'assez hautes tiges, puisqu'on a voulu tout de suite avoir quelque chose d'assez consistant. Donc, on a des arbres qui font 7 à 8 mètres de haut. Et on a un très grand espace vert
qui est en partie est du site, sur lequel effectivement on a planté de nombreux arbres, et au total on a plus de 250 arbres qui ont été plantés, qu'on est allé choisir spécialement dans une pépinière bien connue, la pépinière Soupe, au nord de Lyon. Eh ben, bravo, Eh c'est bien, la nouvelle bravo adresse pour- à connaître. Merci. C'est un côté paysage et biodiversité. On va demander À Amaury Vauquel, à Amaury. Atelier LD. Bravo. Alors lui, il était un petit peu prévenu, puisqu'il est... Donc, on en a parlé tout à l'heure de ce projet qui a tout de suite été un coup de cœur du jury immédiat, sans concurrence, parce que redonner vie comme ça en centre-ville à une rivière plutôt que de mettre un parking dessus, quand même, c'est une chouette idée et une tendance agréable. Quelques mots complémentaires par rapport à ce que tu as pu dire. Ouais, c'est vrai que c'est un projet très ambitieux. Alors, je suis tout seul ici ce soir, mais évidemment, je le On a redis, compris que c'était était un une grande groupement. équipe, qu'on a travaillé main dans la main pendant presque 3 ans et demi, quasiment 4 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de retournements sur ce projet-là. On a dû refaire le pont. En fait, ce projet pour la ville de Romans, il est né en fait d'une problématique qui va arriver de plus en plus souvent, puisque c'est des usages de cours d'eau qu'on faisait beaucoup dans les années 50, 60. Et en fait, les cadres de béton, ils sont pas faits non plus pour durer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, il y a 3 ans, on s'est rendu compte que le cadre, en fait, il était en train de se casser la gueule, littéralement, avec le parking qui était au-dessus. Donc à partir de là, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette rivière-là? Et finalement, la question de la découverture et de sa renaturation s'est posée assez politiquement, du moins de manière assez naturelle, même si c'est un enjeu financier extrêmement important quand même pour une commune comme de la ville de Romans, mais qui porte quand même ses fruits. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est un projet un peu en boucle, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de ce site-là. Et en fait, on se rend compte que l'image telle qu'on la voit ici, c'était l'image il y a quasiment 150 ans, avec un coteau qui était minéral, un quai, d'ailleurs qui s'appelle le quai Sainte-Claire, mais qui à un moment n'était plus un quai, donc il restait plus que le nom en fait, puisque c'était complètement busé, donc il restait plus que l'orthographe. Et finalement, c'est une boucle qui se boucle assez bien. Dans lequel d'ailleurs l'inauguration officielle est demain à la ville de Romans, si vous y passez. Bravo. Eh ben, bravo. Merci. Alors là, on a un bel objet aussi patrimonial avec le trophée suivant. Là, Un immeuble de 1929, le Roosevelt. C'était les architectes Lanier et Bonamour qui l'avaient construit avec une structure en béton armé. Vous connaissez ce bâtiment, Art déco, dans le 6e. Donc, on appelle l'équipe Carré d'Or, Alain Dutoit, 82 fondateur architectes, et RL dirigeant de Carré et d'Or. A. Alain Dutoit est-il... oui, il est avec nous. Nicolas Barbosa, directeur général, et il est aussi avec nous. Claire Juste pour Bertrand, dire que c'est une sacrée réhabilitation là, que vous avez proposée avec du biosourcé. Et puis, on atteint une certification BREEAM Very Good. Ça, c'est et sympa. puis, un Le rooftop. nombre du nombre, là. Voilà, super. Approchez-vous du coup là. Alors, d'abord la petite histoire de l'immeuble et puis... donc, comme l'a dit Emmanuel, immeuble de 1929 qui a été construit par François Ducharne, qui avait créé des soieries. C'était un esthète. Il a confié du coup cette conception à Lanier et Bonamour. Et puis, il est allé chercher des artistes. Donc, on a des bas-reliefs. On a un splendide visage à l'entrée d'une femme qui nous accueille. On a des vitraux de Bégules. On a une porte qui ouvre sur le centre Kléber
qui est la porte qui a été créée par Tony Garnier avec une danse de verre à soie pour l'exposition universelle. Et puis au milieu de cet immeuble, il y a une cour. Et quand on est arrivé, avec des fenêtres en PVC, des menuiseries et des ouvertures très, très serrées. Pas très art déco. Pas très art déco, et puis surtout un format de cour qui était pas très avenant et très profonde, parce qu'on est sur un immeuble qui est en R+6, donc qui est très haut. Et là, du coup, avec toute l'équipe, on a essayé d'imaginer comment transformer cet immeuble pour lui donner une vraie nouvelle vie. Donc, on est allé paysager la cour. On a imaginé une sorte de paroi végétale avec une sorte de stratégie de jardinière. En quinconce, on est allé, avec les paysagistes, mesurer quelle lumière on avait pour avoir une vraie stratégie de typologie de végétation. On a créé des pergolas sur la toiture. On est venu habiller les façades. Alors ça, c'est la pergola, oui, Ouais. en haut. Les façades avec de l'ITE pour créer toute l'isolation dont on avait besoin. Une résille qui l'habille pour faire grimper les jasmins et les chèvrefeuilles sur la façade. On a cassé les meneaux, on a ramené de la lumière. Et aujourd'hui, on espère que nos utilisateurs prendront soin des façades et puis vont bien vivre l'immeuble. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ces catégories villes sensibles, pourquoi? C'est une proposition de l'équipe d'Olivier Cuir, cette nouvelle catégorie, et de Hélène Berton qui la représente à ces jurys Bâtir Vert. C'est en fait le soin qui est pris pour les occupants. Et là, il y a eu beaucoup de travail sur le confort. J'ai vu sur un aspect inclusif que vous pouvez peut-être un petit peu détailler. Oui, alors, bonsoir à tous. Déjà, merci. Voilà, on ne fait pas ce métier pour obtenir des trophées, mais bon, je ne vous cache pas que c'est un réel plaisir et ça fait toujours très plaisir d'obtenir ce type de récompense. Voilà. Pour revenir sur le sujet, c'est une des volontés de Carré d'Or, c'est effectivement bâtir l'avenir, mais surtout dans le respect d'hier. Et la difficulté de ce bâtiment, c'est que vous aviez une pépite, mais avec les usages qui étaient ceux d'autrefois. Et aujourd'hui, c'est comment apporter du confort, de l'usage et de la performance sur des bâtiments de ce type. Et là, c'était un peu la prouesse et puis le défi que devaient relever nos architectes. Et effectivement, dans ces défis, c'est apporter du confort, c'est-à-dire des espaces extérieurs. Donc, on a fait des terrasses paysagères et végétalisées en fait sur 90% de la toiture terrasse. On a quelques balcons, mais ils étaient quand même de largeur pas très confortable. Donc, on a voulu les augmenter sur la partie toiture, qui va être une toiture un peu commune et à usage de l'ensemble des occupants. Voilà. L'autre particularité, c'est que c'est une parcelle qui était en copropriété, bâtie quasi à 95%. Et la difficulté, c'est comment apporter du confort, de la végétalisation et de la biodiversité dans ce type d'ouvrage. Voilà. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, très tôt, on a intégré le bureau d'études aussi paysagiste qui a permis aussi de valoriser, c'est-à-dire le peu d'endroits où on pouvait végétaliser. Donc, ce qui restait, c'était donc la toiture et les façades. Et il y a un jeu de façade avec une technicité assez remarquable. Je vous invite à le visiter. Franchement, c'est une prouesse. Je félicite encore les architectes. Et les gros enjeux étaient là, apporter du confort, de la lumière, parce que effectivement, comme le disait Claire, on avait des petites fenêtres en cœur d'îlot, avec parfois peu de recul, donc casser des meneaux pour créer des ouvertures au lieu d'1 mètre, et elle faisait maintenant presque 3 mètres. Donc voilà, c'est un projet dont on est très fier et qui appuie une démarche et une conviction profonde chez nous. Alain Dutoit, quand même, un mot, un sol, vous l'avez dit tout à l'heure. Magnifique immeuble, franchement, on est très content. Et aujourd'hui, on a trouvé preneur à 90% parce que je crois que quand on le visite, forcément. On est séduit. Tout le monde se rapproche pour la photo, s'il vous plaît, parce que là, si je peux me permettre, monsieur Favreau, je voudrais inviter Dominique Dijoux à prendre la photo. Dominique Dijoux est notre responsable RSE chez Carré d'Or. Elle va bientôt partir à la retraite. Et si elle pouvait simplement participer à cette petite photo, ça me ferait plaisir. Alors, 2 derniers trophées.
Avant-dernier. Il y en a avant-dernier. Alors là, c'est Michel Depro que je remercie, un confrère qui a lancé Enviscope en 2007. Et je l'ai annoncé ce matin, et lui aussi, qu'on allait être partenaire avec Mac de Lyon. C'est un site internet 100% actualité environnementale, région France et aussi Suisse romande. Donc on partage avec Michel cet engagement pour le développement durable depuis quelques années. Nos parcours sont souvent croisés, et comme son site fermait, je lui ai proposé de le relancer en partenariat avec Mac de Lyon. Et il a fait un article l'an dernier sur Grünbox, un bâtiment très original de Vienne. J'appelle Patrick Stéphane Reiner qui a fait ce projet, qui avait fait un autre projet assez innovant sur Vaux-en-Velin, une petite maison. Donc c'est très amusant, et c'est aussi un peu l'ADN de ces trophées Bâtir Vert. Donc c'est un bâtiment pour la ville de Vienne. Hein. C'est un bâtiment qui était inoccupé pendant 20 ans. Oui. Et la prouesse, c'est d'avoir porté le végétal jusqu'à l'intérieur du bâtiment, sur les façades, partout. Et c'est l'ADN des trophées Bâtir Vert, ce que je voulais dire, c'est de récompenser, entre guillemets, des petits projets, parce qu'il n'y a pas de petits projets, ils sont parfois très complexes, et jusqu'à la logistique de 40 000 m² pratiquement. C'est pas un petit projet, c'est un énorme projet, parce que je suis architecte et maître d'ouvrage. Et c'est le début, c'est un début de... Oui, alors mon cabinet s'appelle Architecture for Future, à l'hommage des jeunes Fridays for Future qui allaient dans les rues pour alerter les messieurs et les dames grisonnants qu'il y a urgence. Et l'urgence, elle est vraiment là. Donc mon cabinet, je l'ai créé juste avant le Covid. J'avais le temps de réfléchir. Et j'ai acheté cette friche déjà quelques années avant. Combien de mètres carrés? C'est à peu près 800 mètres carrés. Et pour moi, c'était de faire de ce bâtiment, en quelque sorte, le démonstrateur du 4, du Architecture for Future. Le 4, ça veut dire agile, citoyen, sobre et végétal. Et donc, ce sont 4 curseurs que je voulais pousser de façon exemplaire le plus large, le plus loin possible, pour montrer que c'est possible. Et surtout, le changement climatique nous demande aussi un changement de regard, de lunettes. Je l'ai entendu tout à l'heure, je trouvais ça très pertinent. Et que le changement peut être désirable. Parce que ce bâtiment-là était abandonné depuis plus de 20 ans. Je faisais quelques années avant une étude pour l'EPORA et je suis passé par là. Il y avait un permis de construire affiché sur ce bâtiment pour du logement. Je dis, comment on peut y faire du logement? Alors, je suis désolé, aujourd'hui, c'est ma résidence principale. La vie joue parfois ainsi. Et donc, dans ce bâtiment, je vais vous citer juste 2 exemples pour ne pas être long. C'est la partie professionnelle. Je voulais vraiment aller très loin. Alors, je vais faire une parenthèse avant. Je voudrais inviter tout le monde qui n'est pas encore membre du Ville et Aménagement Durable d'adhérer, parce que c'est une ouverture d'esprit et de regard qui est extrêmement enrichissant, justement si on veut avoir des nouvelles lunettes, au moins une nouvelle optique. Alors juste pour la petite info, on n'a pas le droit de dire des secrets du jury, mais vous aviez quand même un membre du jury qui a bien porté votre projet, et justement c'est Daniel Schoen qui est président de VAD. Peut-être de VAD, mais on ne le dit pas. D'accord. Bon, donc, mais c'est vrai que ceux qui ne sont pas encore membres, je le suis, c'est vraiment une école de la vie exceptionnelle. Voilà, donc je vais parler de 2 aspects. Un qui commence à être déjà un peu galvaudé, c'est le réemploi. Mais dans la partie du rez-de-chaussée, donc il y a un tiers-lieu, un espace coworking, il est fait à 90% de réemploi, et y compris déchets. Alors la grande partie des matériaux qui sont appliqués sont carrément des déchets qui étaient déjà sur des palettes pour être enfouis.
Voilà, donc ça, c'est intéressant parce qu'on a fait quelque chose avec les jeunes, parce que les artisans, il ne fallait pas trop y compter, ça aurait coûté beaucoup trop cher, ils ne voulaient pas. Donc c'est un démonstrateur, il fallait aller loin, il fallait montrer aussi aux jeunes qui venaient comment on peut avoir ce nouveau regard. Et c'était très enrichissant pour nous tous. Et on a fait donc une salle qui a plein de fonctionnalités. Le Jazz à Vienne l'a testé. C'est une salle avec une acoustique exceptionnelle. Or, on a des contraintes hyper fortes. Et je vous invite tous à venir voir et peut-être aussi à regarder la revue que Michel Lepro a agrémentée. Donc, c'est le hors-série développement durable qui est à l'entrée qu'on vous offre généreusement ce soir. Merci beaucoup. Et la dernière chose, c'est juste, puisqu'on a parlé de l'eau tout à l'heure, il y aura un objet qui va certainement vous passionner. C'est une citerne bassin, donc on récupère l'eau pluviale et on fait des citernes et on garde cette eau parce que cette eau, c'est une richesse. Les pronostics pour l'eau pluviale sont terrifiants pour les années et pour les générations à venir. Donc, si on a cette richesse qui est donnée par le ciel, faisons quelque chose de bien et ne faisons pas seulement un problème pour les canalisations avec les mètres cubes qui doivent être évacués très vite. Et donc, cette citerne, c'est un bassin pour la baignade, très, très mince. Vous allez pouvoir voir, ça fait 1,20 m de large et 7 mètres de long. Et cette eau va tomber en cascade. On ne le voit pas ici. Ici, il y a la montagne dessus. Donc, il y aura l'eau qui va couler la montagne et qui va tenir rafraîchie et fraîche la montagne, qui va être en quelque sorte le climatiseur naturel du bâtiment. Bravo pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, il est spécial ce trophée. On a fait un petit trophée spécial qu'on a appelé matériaux biosourcés. C'est un peu un clin d'œil à l'année dernière. Oui. Parce que dans le débat, il y avait un certain Roger Garivier, il y avait Marc Ampézy aussi, mais c'est à Roger Garivier que je pensais, qui m'a parlé de ce projet et le jury aussi, comme pour la Savas, il n'y a pas eu de concurrent parce que c'est le siège de la communauté de communes des Pays de l'Arbrel. Il y a Ossat-Turbois, il y a Bois-Paille, et donc là, c'est tout, c'est local, enfin, ça coche vraiment toutes les cases. Donc, Roger Garivier, Damien Gallet, rejoignez-nous sur la scène. Alors, Damien n'est pas tout seul, il le précisera, puisqu'il est associé. Donc, présentez-nous un petit peu ce projet. Il est extrêmement lumineux. On le voit avec cette espèce d'allée centrale. Enfin, c'est vraiment... Alors, c'est pas gigantesque. C'est pas les 30 000 m² ou les 20 000 m² ou les 6 000 m² qu'on a vu tout à l'heure. Mais comme ça a l'air d'être particulièrement agréable à vivre. Bonjour à tous. Donc, en effet, c'est Stéphanie et Damien Gallet. On est une agence d'architecture qui s'appelle Gallet Architecte pour pas être... Voilà. Donc c'est un projet de bureau donc pour la communauté de communes de Pays de l'Arbrel. C'est son nouveau siège social et on a réalisé, donc on a eu la chance de gagner le concours d'architecture et c'est un projet qui est réalisé entièrement en ossature-bois. En fait, c'est un bâtiment sur trois étages. Le rez-de-chaussée en béton brut teinté dans la masse et ensuite le R+1 et le R+2, c'est des murs ossature-bois et après ensuite la particularité de ce projet, c'était notamment sa toiture. On est entièrement réalisé en charpente caisson préfabriqué à l'atelier en bois paille. Roger expliquera un peu plus en détail après. Et nous, finalement, on est une agence d'architecture qui faisons essentiellement des projets avec la paille. C'est un matériau qu'on affectionne particulièrement depuis de nombreuses années. On a découvert ça quand on était étudiant, donc il y a plus de 20 ans. Et on s'est formé à la construction paille. On a fait des chantiers en autoconstruction. À l'époque, il y a 20 ans, c'était pas connu encore en France. Aujourd'hui, beaucoup de gens en font. Il y a des entreprises qui se sont créées pour répondre à la demande. Et on est bien content qu'elles soient là. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on vit dans une maison en bois paille qu'on a autoconstruite. Et maintenant, on fait des bâtiments de bureaux, des écoles... avec la paille. Et pourquoi la paille par rapport à une boîte de cellulose, une laine de bois que tout le monde connaît?
Et ben, c'est que voilà, pour moi, comme je dis dans mes notes de concours, c'est le matériau biosourcé par excellence. Ça, c'est renouvelable, ça pousse très rapidement. C'est souvent un déchet parce qu'on a beaucoup plus de paille que ce qu'il en faut. Et ce qui est intéressant dans la paille, c'est sa densité. La botte de paille, on est sur environ 100 kg au mètre cube, alors qu'avec une boîte de cellulose, une laine de bois, en général, on est plutôt aux alentours de 50-60. Et aujourd'hui, pour la thermique d'été, ce qui compte, notamment en toiture, c'est pour ça qu'on la met surtout en toiture, c'est d'avoir du déphasage, on va dire, faire en sorte que la chaleur mette longtemps à rentrer dans le bâtiment. Et la botte de paille, grâce à sa densité, elle freine ce flux de chaleur dans le bâtiment. Voilà, donc voilà pourquoi la paille, notamment en toiture. Alors, Roger Garivier, manufacture bois paille. Tous ceux qui lisent Mac de Lyon connaissent et les autres peuvent regarder le reportage sur notre chaîne vidéo YouTube, la visite de ton entreprise qu'on a fait à Villefranche-sur-Saône. Quand on passe maintenant sur l'autoroute, on voit la petite cabane en bois paille que tu as fait avec des étudiants, si je me souviens bien. Les étudiants de l'ENSAL, ouais. Voilà. Donc, bois paille, c'est quoi les vertus de ce matériau? En fait, à la base, notre impulsion, c'était d'industrialiser la construction bois-paille pour pouvoir répondre à un besoin de massification qu'on espérait voir arriver. 70 bâtiments, 30 000 mètres carrés produits plus tard. En plus des vertus de décarbonation massive du bois et de la paille, hein, parce qu'on est c'est des puits carbone en fait, donc on stocke du carbone biogénique. On a des retours utilisateurs qui sont excellents, au-delà de nos attentes en fait, parce qu'on a cette capacité assez exceptionnelle d'isolation, de confort d'été. Pour donner des chiffres, c'est 14 heures de déphasage. Et, tu n'en as pas parlé, mais il y a une régulation hygrométrique qui se fait naturellement par les murs. Donc au niveau santé, au niveau perception, c'est... Comment? Oui. Mais on n'invente que ce qui a été oublié. Hein. Donc c'est juste du retour au bon sens. Et en fait, ces murs de connotation plutôt très écolo, c'est dans l'air du temps, etc., etc. En fait, ces murs sont extrêmement efficaces, extrêmement confortables à vivre. Je pense que des personnes qui vivent dans des bâtiments ou qui travaillent dans des bâtiments en bois paille n'ont plus vraiment envie de retourner un siècle en arrière avec quelques dizaines d'années en arrière avec des matériaux qui sont pas perspirants, voilà, qui bloquent, qui émettent des COV, etc., etc. Donc le bois paille, je pense que c'est encore plus l'avenir qu'hier. Voilà. Bravo. On va demander à Franck Lefebvre de nous rejoindre, peut-être pour un petit mot de conclusion, ce qu'il a pensé de tous ces trophées, parce qu'il y en avait quand même 13. Il faut se rendre compte, le marathon, et puis tout le monde a eu le temps de parler. Et donc, je te laisse rester ici, puisque ça fera de nous présenter qui va te succéder, puisque je t'ai demandé une recommandation. C'est une cooptation. C'est un déchirement pour moi de lâcher cette présidence. Tu me donnes le trophée de l'innovation, pas l'innovation, de l'animation ou pas? Oui. Et donc, je vais laisser ma place, puisque ça fait 2 ans que je préside ces trophées. Et je vais laisser ma place, en plus, à un lauréat ce soir, puisqu'il s'agit de William Vassal de l'agence Z Architecture. Il est là. On l'applaudit. Venez nous rejoindre. Bien. Il sait pourquoi il a signé ou pas? Tu lui as expliqué le travail, tout ça, l'accueil du jury. J'ai rien dit. T'as rien dit, sinon il n'aurait pris pas. Merci William d'avoir de me piquer comme ça cette présidence. Et tu verras, c'est top. Alors, un petit mot de conclusion. Qu'est-ce que vous pensez de ces trophées qui étaient très variés cette année? Je trouvais que c'était très très riche déjà, avec beaucoup de sujets très diversifiés qui mettaient en avant tout le développement durable qui est si important en ce moment. J'ai vu aussi qu'il y avait un trophée d'ICAD qui était d'ailleurs associé à Crédit Assurance avec nous, donc je me dis que c'est pas un mauvais investissement puisqu'il a été récompensé. Et encore voilà, exactement. Et encore une fois, je vois que tout ce qu'il y a là, ça répond aussi aux valeurs du Crédit Agricole et de la compagnie foncière lyonnaise. Et du coup, on est très heureux de s'associer avec vous et
On espère qu'on va continuer encore longtemps pour avoir des nouveaux projets, tous aussi performants et remarquables que ceux qu'on a pu voir ce soir. Merci pour votre soutien. Donc la grande photo de famille. Bravo.